ça semble être au bon niveau. Bonjour, vous écoutez le podcast de l'Observatoire des Labs. Le podcast qui explore les laboratoires d'innovation collaborative. L'Observatoire des Labs, c'est un programme de recherche mené par le Conservatoire national des arts et métiers et le collectif Co-Designit. Un projet qui s'appuie sur la collaboration d'entreprises publiques et privées. La DITP, Airbus, la Française des Jeux et Valeo. Alors concrètement, c'est quoi un lab ? Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Voilà les questions auxquelles répondra l'équipe de l'Observatoire des Labs dans chaque épisode et avec l'aide de Victor de Quiver. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 3e épisode de l'Observatoire des Labs, le podcast de recherche coproduit par le CNAM, le Centre national des arts et métiers, et le collectif Co-Designit. L'ambition du podcast, plonger dans l'univers des laboratoires d'innovation, qu'ils soient publics ou privés, afin de mieux en comprendre les enjeux et les effets qu'ils produisent. Aujourd'hui, nous nous intéressons au Lab O, le laboratoire d'innovation publique de l'État en région Occitanie, dispositif qui a été créé en 2016 pour favoriser l'expérimentation et la mise en œuvre opérationnelle de nouvelles façons de faire, et notamment dans le numérique. Et lorsqu'on évoque de nouvelles façons de faire, ici on parle d'assistants digitaux. En 2022, le Lab O a déployé un outil pour automatiser la saisie des dossiers de certains agents lors des élections présidentielles et législatives. Et face au succès de ce premier test, ils veulent maintenant créer un centre d'excellence régional de la robotique en Occitanie. L'innovation numérique et l'État font-ils bon ménage ? Peut-on automatiser des tâches sans craindre des licenciements massifs ? L'innovation permet-elle au contraire de simplifier le quotidien des agents de l'État et donc, par ricochet, des citoyens ? Pour en parler aujourd'hui, Alice Vilco, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère du préfet de la région Occitanie, chargée de l'innovation et de la transformation publique. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Jérôme Bellureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint au secrétariat général commun de Tarn-et-Garonne et chef du pôle numérique. Bienvenue à vous. Vous êtes entouré de France Jean-Alphonse. Bonjour France. Bonjour. Vous êtes adjointe au chef de bureau en charge du recrutement des services de l'État en Haute-Garonne. Et vous avez bénéficié de l'accompagnement du Lab O lors du projet que j'évoquais à l'instant, à savoir l'automatisation de la paye des agents chargés de la mise sous pli de la propagande électorale. Et bien sûr, comme à chaque épisode, on a le plaisir d'être accompagné par nos experts de la recherche et du co-design. Catherine Folliot, du collectif Co-Designit. Bonjour Catherine. Bonjour Victor. Emmanuel Zaclade, chercheur au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Bonjour Manuel. Bonjour Victor. Alors Manuel, rappelez-nous, si vous le voulez bien, quel est le contexte de votre collaboration avec le labo ? Oui, alors le contexte, c'est comme tu l'as rappelé, l'élargissement de notre enquête au Lab d'innovation publique. Et dans ce cadre, nous avons approché la DITP, la Direction de l'innovation et de la transformation publique, qui nous a orientés vers des labs d'innovation particulièrement importants, dynamiques. Et donc, c'est dans ce contexte que nous avons contacté Alice du Labo. Le labo, donc le laboratoire d'innovation publique. Alice, quelle est votre mission et votre rôle au sein du labo, justement ? Alors, il faut savoir que le labo, ça a été un des Alors, on dit Lab O, hein, pour Oui, Lab Lab O, c'est... O, attention, Ouais. on a été souvent confondu avec d'autres labs. Donc, Lab O, donc l'État innove en Occitanie, c'est un des premiers labs d'innovation territoriale de l'État créé donc, en 2016, avec la volonté d'accompagner finalement la transformation publique et donc accompagner les services. Ça veut dire qu'on a eu 3 actions prioritaires et 3 actions qui portent toujours aujourd'hui, qui nous mobilisent toujours, à savoir apprendre, accompagner les agents dans de nouvelles manières de faire, les former à ça, les accompagner dans la mise en œuvre efficiente, réelle de ces nouvelles pratiques, parce qu'il ne suffit pas de former, il faut aussi accompagner pour mettre en œuvre ces nouvelles pratiques. Et en tant que nouvelles pratiques, on va parler de design, on va parler de co-construction, de participation citoyenne, de sciences comportementales, plein de briques en fait, qui vont être autant d'outils qui vont pouvoir mobiliser. Et la troisième piste d'action et la dernière, c'est d'incuber des projets à l'initiative finalement d'agents qui vont avoir des idées pour améliorer la manière de faire. Et donc nous, on va les soutenir dans cette initiative-là.
Et ça a été le cas du projet dont on parle aujourd'hui. Et donc moi, finalement, mon rôle en tant que chargée de mission auprès du préfet, c'est de piloter ce laboratoire, autant d'un point de vue opérationnel, donc très terre à terre, avec des factures, avec des copiles de projets, et de manière un peu plus stratégique, c'est-à-dire donner un peu la ligne, sentir où va se positionner le besoin dans quelques temps, et piloter ce navire-là. Bon, on va voir ça dans le détail Voilà. tout de suite. Jérôme, vous, votre quotidien ressemble à quoi? Alors, c'est un quotidien avec deux parties, en fait. J'ai un poste à double casquette. La première casquette, c'est directeur adjoint du secrétariat général commun départemental, comme vous l'avez dit, de Tarn-et-Garonne. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui a été créé en 2021 et en fait qui prend en charge les fonctions support des services de l'État, pour faire simple, notamment de la préfecture. La deuxième casquette, c'est chef du pôle numérique. En gros, c'est chef du service informatique. Donc le service informatique, c'est le support aux agents, le support informatique, c'est l'administration des serveurs, voilà, pour faire simple, et aussi l'accompagnement au numérique. Aider les agents à aller vers les outils qui sont à disposition ou comment on peut régler via le numérique certains problèmes. On va en parler en partie. On va en parler dans le détail. France, peut-être un petit mot sur vous, votre quotidien, parce que vous avez bénéficié de l'accompagnement du Lab O, donc, mais votre quotidien ressemble à quoi? Alors, je suis intégrée au sein de services de ressources humaines, donc du secrétariat général commun départemental de la Haute-Garonne. Donc, on charge, pareil, des fonctions RH, ressources humaines pour le département, mais en particulier la préfecture. Et dans le cadre de notre mission donc, de support, nous avons eu besoin de pouvoir recruter des agents aussi bien contractuels, titulaires. Et mon rôle en tant qu'adjointe chef de bureau, c'est m'assurer que sur le plan opérationnel, on puisse faire la prise en charge administrative et financière de ces agents pour leur assurer un salaire à la fin du mois. Voilà. Donc là, voici mon rôle principal. Donc m'assurer que sur le plan opérationnel, tout fonctionne et dans des délais impartis. Et dans les délais impartis surtout. Par le contrôle budgétaire. Voilà. Alors, on va rentrer dans le cas précis de ce robot, pour comprendre un peu de quoi il en retourne et à quoi il a servi. Mais peut-être, Alice, d'abord, dans quel contexte politique ce projet est né? Voilà, l'idée de déployer un robot, c'est quoi? C'est l'idée d'un programme d'accélération de la transformation numérique de l'État? Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, on s'est rendu compte Donc, ma prédécesseur qui a créé le lab, Sarah Natter, s'est rendu compte en 2018-2019 qu'il y avait un vrai besoin autour de la transformation numérique des services de l'État. Et donc, elle a monté un programme d'accélération. Donc, un certain nombre d'actions vraiment ciblées numériques avec de la formation des agents, des webinaires et puis des projets numériques où on dématérialisait les processus parce que ça faisait partie des objectifs du gouvernement à l'époque. Et quand on a commencé à mettre le nez dans les processus des services, donc les tâches qu'ils faisaient tous les jours, très, très ordonnées, très précises, on s'est rendu compte que on avait atteint une dématérialisation partielle et qu'on avait parfois des agents qui faisaient du copier-coller entre un outil, un système d'information, du copier-coller dans l'autre sens pour faire des reportings, tout simplement parce qu'on avait traité que la moitié du problème. C'est-à-dire qu'il y avait des outils qui avaient été développés numériques, mais Voilà. pour faire le lien entre deux outils, il fallait faire des tâches assez rébarbatives qui pouvaient polluer la vie des agents, le quotidien. Tout à fait, et sur lequel ils n'avaient aucune valeur ajoutée, parce qu'en fait, c'était vraiment CTRL-C, CTRL-V, quoi, Ouais. pour les habitués. Et donc, grâce au programme d'acculturation qu'on avait mis en place pour un peu sensibiliser les agents au numérique aux technologies qui existaient, on a abordé le sujet de l'automatisation robotisée des processus, donc c'est ce qu'on appelle vulgairement la RPA. Et ça veut dire quoi, RPA? RPA, c'est Robotic Process Automation, donc c'est le terme anglais, et c'est vraiment automatisation robotisée du processus. Et on a présenté ça au service, et puis on a des personnes qui ont saisi l'opportunité. C'est ça, voilà. Et d'ailleurs, Jérôme, c'est vous avez une anecdote que vous racontez. Le déclic a eu lieu grâce, j'ai envie de dire, au Brexit. Alors, le déclic, tout d'abord, c'est justement un webinaire, c'était une présentation, un séminaire, où un éditeur logiciel qui fait de la RPA, donc de l'automatisation de process, est venu présenter sa solution. D'emblée, ça semblait très, très attrayant, enfin, on avait envie d'y aller, par contre, on ne voyait pas les cas d'usage, on ne voyait pas comment l'utiliser, donc je pense que c'était en 2019, quelque chose comme ça. Ensuite, on avançait, on cherchait, on en parlait au métier, on disait on a vu un truc génial, il faut absolument y aller. Mais bon, ça avait l'air génial, mais personne ne donnait.
Puis on a continué, et puis au bout d'un moment, donc on recrute parfois des agents, on recrute des vacataires, et dans mon service, dans le service informatique, on a recruté un vacataire qui est venu pour 1 mois en décembre travailler. Il était en licence d'informatique, il s'appelait Naël. Il a travaillé, il a fait son boulot, il a déployé des ordinateurs, que ça. Puis il avait toujours besoin de travail. Et il revient en mai, à l'époque du Brexit, pour travailler. Je le revois passer devant mon bureau et je lui demande: alors Naël, comment ça se passe? Il me dit: parfait, je fais du copier-coller toute la journée, je ne fais que ça, c'est absolument pas intéressant. Là, je me rappelle du séminaire du labo, je me dis: bon, un copier-coller, ça y est, on a peut-être trouvé un, qu'est-ce que tu fais exactement? Combien de copier-coller par jour? Nanana. Bon, Mais oui, mais c'est bien sûr. Exactement, ça marchait. Et de là, j'appelle le lab O, on voit qu'on peut faire quelque chose. Alors, c'était pas tout à fait gagné d'emblée, parce qu'en fait, il a fallu convaincre surtout le directeur en question, le chef de bureau qui était complètement éloigné du numérique. Alors, ça pouvait lui plaire d'emblée, mais elle était déjà sous l'eau. Les équipes étaient surchargées, elles n'arrivaient pas à traiter leur dossier. Et donc, de là à s'investir dans un projet innovant, bon, non, c'était pas possible. On a essayé, continuer, le directeur, puis on s'est dit: on va en parler aux autorités au moment du corps préfectoral. Alors là, ça commençait, les yeux commençaient à briller. Donc on est redescendu, et à force d'insister, en 1 semaine, le directeur s'est dit: bon, d'accord, allez, on lâche l'affaire, t'as envie d'y aller, on te suit. On va tester ça. Et du coup, le labo a dépêché un prestataire qui est venu nous accompagner, cartographier le process. On a lancé toute la démarche, on en parlera certainement après. Et du coup, on a automatisé le Brexit. Alors le Brexit, pour faire simple, un vacataire, il passait 30 minutes pour traiter un dossier. Au final, le robot on prenait en charge 25 minutes du process. Il ne restait plus que 5 minutes d'un agent. Ah oui. On a monté ça en mai. C'était pour faire quoi précisément? Le Brexit, tout simplement, les ressortissants. les préfectures ont des bureaux des étrangers qui s'occupent des titres. Ouais. Et quand il y a eu le Brexit, les Britanniques n'étaient oui. plus en situation régulière. Il a fallu les passer en D'accord, situation ouais. régulière. On a commencé en mai, on devait terminer en septembre, sinon ils étaient dans l'illégalité. Avec 2 vacataires, on ne pensait pas pouvoir traiter ça dans les temps. Au final, quand on a lancé le robot, 3 semaines après, c'était terminé. Et on a mis 15 jours pour créer le robot. Donc la démonstration était faite. C'est ça, un premier test réussi. Comment est-ce qu'on en vient du coup à essayer de développer, à lancer ce projet de robot RH? Alors comment on en vient? Alors du coup, là on se place en décembre 2020. Alors qu'est-ce qui se passe sur les élections? Les élections précédentes ont la mise sous pli de la propagande électorale, c'est le terme officiel, c'est-à-dire en fait les programmes des candidats. Qu'on reçoit tous dans la poste, On doit les recevoir. normalement. Voilà, mais justement le normalement n'avait pas fonctionné sur Ouais. les élections précédentes, il y avait eu des retards, et l'État, le ministère de l'Intérieur décide de réinternaliser tout ça, et donc de le faire par des agents recrutés par l'État, avec un petit moyen de pression sur ces agents-là, c'est-à-dire... Si ça marche pas, ça va être compliqué. Et du coup, en décembre, on se retrouve obligé de recruter beaucoup de monde, donc 200 personnes à peu près dans le département de Tarn-et-Garonne, dans la Haute-Garonne, France. À peu près 1400 personnes. Voilà, c'est pas tout à fait la même affaire. Mais bon, C'est beaucoup parce que 1400 personnes, vous êtes quoi? 6000 à peu près. Donc 1000 sur 6000. En quoi? En 4 mois, il faut trouver Alors, on n'a pas. 1400 personnes. Il y a eu 1400 personnes qui ont été mobilisées sur cette mise sous pli de la propagande électorale. Mais sur ces 1400 personnes, on avait du personnel titulaire, Oui. des agents fonctionnaires qui relevaient pas systématiquement du ministère de l'Intérieur, Ouais. mais c'est le ministère de l'Intérieur qui allait les payer. Donc, il a fallu pouvoir les intégrer dans notre système d'information ressources humaines, qui est notre outil numérique qui nous permet de gérer la partie administrative et la partie financière de nos agents. Oui, parce Donc, que c'est ça qu'il faut préciser. C'est pas un robot qui va mettre sous pli la propagande électorale, mais c'est un robot qui va automatiser les données RH de ces agents vacataires qui sont là pour un peu de temps. Ils sont là quoi? Là, ils sont intervenus sur maximum une dizaine de jours. 10 jours. Donc Voilà. 1400 personnes pour 10 jours. Ça a autant de données administratives à remplir pour qu'ils soient payés correctement. Et c'est à ça que pouvait servir ce robot. Oui, voilà, permettre de gérer ce flux, cette surcharge, je dirais, de saisie, donc de données, mais de pouvoir également garantir qu'il n'y ait pas d'erreur, voilà, limiter les erreurs de saisie. Voilà, c'est vraiment un très gros objectif dans un laps de temps très court. Manuel Zaclade, vous avez, qu'est-ce que ça vous inspire ce cas?
Eh bien, oui, alors la RPA, hein, donc, dont on vient de parler, c'est quelque chose de finalement assez ancien, mais de très pertinent dans beaucoup de situations. Alors c'est vrai qu'on parle d'automatisation des processus, mais ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle les progiciels de gestion intégrée, hein, dans lequel on fait une refonte complète des processus qui sont voilà, qui sont des activités beaucoup plus lourdes, dont l'État pourrait avoir besoin, comme toutes les grandes organisations. Là, on est sur des technologies beaucoup plus légères, en fait, hein, puisque à partir des interfaces des différents logiciels, on va pouvoir faire voilà, de la mise en relation et donc des processus légers. Et souvent, ce qu'on dit de la RPA, hein, de la Robotic Process Automation, c'est qu'elle est assez facile à utiliser par les métiers. Elle est moins invasive que quand on fait une grande refonte de processus informatiques, hein, puisqu'elle vient se greffer sur des applications déjà existantes. Et donc, elle a un impact assez faible sur l'infrastructure informatique. Donc, c'est vrai que pour des organisations qui ont un historique applicatif important, comme les organisations publiques, ce sont des technologies tout à fait prometteuses. Mais, et ça c'est peut-être quelque chose que par la suite le lab et ses partenaires vont creuser, hein, comme toute technique d'informatisation, elle a des conséquences organisationnelles. Elle peut libérer du temps pour certains agents, elle peut permettre des réaffectations. Et donc, il y a ensuite toujours un travail de réflexion aussi organisationnel et humain. Catherine Folliot, qu'est-ce que ça vous inspire, cette première partie? Ça m'inspire que le lab, et on va y revenir ensuite, a rendu ça possible. Donc on va se demander comment. On va tout de suite poser la question à Alice. Absolument. Comment Alice, vous avez... en quoi a consisté cet accompagnement et comment vous y êtes pris? Parce qu'une fois qu'on a l'idée du robot RH, encore faut-il le mettre en œuvre. On a fait la plus grosse partie du travail. Aujourd'hui, on considère que vraiment aller chercher ces projets et aller chercher les bons projets, et d'autant plus quand on met en place des technologies comme ça qui ont finalement un cahier des charges très, très précis, qu'on retrouve beaucoup dans l'administration, en tout cas pour le cas de la robotisation, parce que quand on commence à mettre le nez dans les processus, on en trouve plein qui peuvent être de bons candidats, mais finalement c'est ça le plus dur, c'est créer cette culture, c'est avoir en face de nous des gens qui vont tilter, qui vont dire oh, ça pourrait me servir en fait. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre, comme n'importe quel projet d'innovation, n'importe quelle personne qui a travaillé sur un projet d'innovation, même dans une entreprise privée, c'est le même processus. On revient aux besoins, on re-questionne, on dit ok, alors vous faites ça, comment vous faites c'est quoi le problème? Ça vous Enfin, on essaye de vraiment Vous quantifier, aider qualifier. à ce que, voilà, On poser les bonnes re-questionne. questions. Être sûr qu'en fait, le problème, il est bien celui qu'on a identifié et qu'il n'y a pas quelque chose de sous-jacent. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une première réunion de pilotage où les experts en robotisation, donc à l'époque, c'était un cabinet spécialiste du sujet, va rencontrer les équipes et va leur dire, bon, c'est quoi votre processus en fait? Détailler vraiment. On va avoir toute une étape, ce qu'on appelle le vie ma vie, où on va tout décortiquer. Vraiment, clic à clic. Hein, Ça fait sourire France. Alors, soit on peut filmer, soit il y a quelqu'un qui a une vraie tic pendant 2-3 jours et vous allez clic à clic montrer ce que vous faites. Ouais. Et une fois qu'on a fait ça, on passe en phase de développement, c'est-à-dire qu'on a un développeur qui va transformer ça en ligne de code pour que le robot il reproduise au clic à clic. Ensuite, on teste ce qu'on appelle, on fait la recette en fait, on teste sur des bases, des jeux de données de tests. On voit si ça réagit bien, on voit surtout le plus difficile si ça traite tous les cas exceptionnels. Parce qu'il y a toujours des cas un petit peu exceptionnels. On en a vu dans le robot des gens dont le nom sur le RIB, c'est pas le nom de la personne. Et ça pose problème pour l'outil final. Il y a toujours des cas particuliers qu'on n'a pas prévus. Voilà, et là, c'est là qu'on mobilise beaucoup les services concernés, en fait, parce que c'est eux qui ont tout ce savoir-là. Nous, finalement, en tant que lab, on est juste là pour réunir les bons ingrédients de la recette et après, c'est à eux de faire, quoi. Combien de temps l'accompagnement a pris? Alors, ça dépend vraiment. Là, pour ce robot-là, c'était quoi? C'était 15 jours non-stop intense. Oui, là, je confirme. Hein, donc... Ça avait l'air intense. 15 jours. Ne pleure pas, s'il te plaît. Non, là, je confirme. Alors, je veux dire, j'ai eu l'eau. Alors, moi, je suis formatrice sur l'outil donc, depuis plusieurs années. Et lorsqu'on m'a proposé, ma directrice est venue me voir, elle me dit, voilà, nous avons le Tarn-et-Garonne, donc Jérôme qui souhaite développer la robotisation dans ce cadre-là donc des élections professionnelles, les élections législatives et présidentielles. Et c'est un sujet sur lequel je suis favorable,
est-ce que vous serez disponible pour voilà, vous rendre sur place dans ce cas de ce projet Vous avez eu peur là, à ce moment-là ou... Pas du tout, parce que bon, je suis formatrice, donc c'est vrai que le Vie ma vie, quand vous avez parlé, le Vie ma vie, je l'ai fait, hein, Ouais. puisque c'est moi qui ai cliqué, qui ai fait le Vie ma vie pendant toute une matinée avec les équipes. Et donc, ça a été vraiment une expérience très riche. Et les agents, comment est-ce qu'ils ont pris la nouvelle? Est-ce qu'ils étaient enthousiastes? Est-ce qu'il y avait des réticences? Comment est-ce qu'on motive Alors, des agents de changer un peu leur quotidien? alors là, on est une petite équipe Ouais. qui a été désignée pour moi-même et puis une collègue qu'on a recrutée hein, pour cette démarche, donc qui arrivait du privé, donc qui découvrait comme moi. Et on s'est passionné pour l'outil. Donc, on a fait cette démarche d'accompagnement pendant 15 jours avec le prestataire, pour vérifier que tout fonctionnait et surtout voir pourquoi ça bloquait sur certains processus, pouvoir apporter des solutions, dépanner par rapport, dépanner. Et on a pu caler ce robot pendant 15 jours. Et ensuite, ça s'est passé très, très bien. Oui, parce que Jérôme, un robot ne peut pas voir le jour sans un accompagnement très précis, très attentif. Il aurait pu exister, ce robot, sans le lab? Alors, il y a deux choses. Il y a l'accompagnement et le lab. L'accompagnement, oui, c'est nécessaire parce que, en fait, le métier, si on prend l'exemple de France, qui peut faire les manips exécutées par le robot à un moment, ou ses équipes, toute seule, elle n'aurait pas pu le faire. Donc, forcément, il y a un accompagnement. Ça, c'est pour la construction du robot. Et ensuite, donc nous, maintenant, on est en capacité de le faire. Par exemple, mon service, le pôle numérique, depuis De déployer 15 jours, on un est robot. formé, on sait le faire, mais on est formé grâce au lab. D'accord. Et l'émergence a pu se faire grâce au lab O. Il faut dire labo, parce que sinon, Oui, ça lab pourrait marcher O. pour tous les autres. Ouais. Occitanie. Et donc oui, alors le labo, qu'est-ce qu'il nous a apporté? La première chose, je l'ai dit, c'était la présentation de la solution. Si on n'avait pas vu ça, on n'y aurait pas pensé. La présentation de la solution, d'ailleurs, qui au début a été très bien faite parce que ça avait l'air hyper facile. C'est-à-dire que là, on a parlé de développement, tout ça. Au début, on ne parlait pas de développement et on nous disait, vous verrez, c'est très simple, c'est du graphique. Vous cliquez à droite, vous cliquez à gauche. En gros, vous faites votre clic là, voilà, votre vie ma vie. Ça suffira et ça marchera tout seul. T'es en Dans la train de dire réalité, qu'on a vendu du rêve, quoi. un peu. Ouais. Mais il en fallait parce que sinon, on n'y serait pas allé. Comment embarquer? Bon. Et ensuite, la deuxième chose, ça a été l'appui du prestataire. Nous, l'exemple du Brexit, le Brexit arrive, en une semaine, il faut trouver un prestataire, on l'aurait pas, on n'aurait pas eu le marché, tout ça n'aurait pas été prêt. Le labo, lui, avait le prestataire qui était déjà là, le cadre qui était en place, et donc on a pu le mobiliser. Catherine, un petit rapport d'étonnement? Oui, moi je crois là on peut voir une première fonctionnalité d'un lab, c'est l'inspiration. Vous avez pu présenter quelque chose de nouveau, donc ça inspire. Et la deuxième fonction, c'est la notion de traduction. C'est-à-dire que vous avez su vendre du rêve, c'est-à-dire vous avez réussi à parler la langue de vos interlocuteurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On voit bien comment un lab est vraiment un passeur, peut-être, c'est-à-dire entre l'extérieur et l'intérieur. Et ça, c'est absolument clé. Et c'est quel autre service peut faire les choses de la même manière. Donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est une de ces fonctions-là d'inspiration et de traducteur. Alice? Oui, je voulais rajouter une petite chose par rapport aux inquiétudes. C'est la question que tu as posée tout agents. à l'heure, la question des agents. La peur du changement? La peur du numérique déjà du aussi, numérique parce en que plus. je pense que beaucoup d'agents ont subi parfois des outils numériques développés un peu rapidement, où c'est devenu un peu des sources de souffrance. Imposé par le haut, vous voulez dire? Ouais, c'est ça. Et par rapport aux robots, en fait, on est venu répondre à un problème, à un stress, à un problème de charge, à des gens qui peuvent plus faire leur métier d'accompagner des agents, de veiller à ce que tout se passe bien, parce qu'ils sont en train de faire du copier-coller. Donc en fait, on répondait dans l'urgence. Ce qui était difficile parce qu'il fallait qu'on réagisse vite, comme tu le disais, c'était 15 jours, quoi. On n'avait pas 3 mois pour se poser la question, etc. Il fallait faire très vite. Et pour autant, Ça, d'ailleurs, ça a été une clé du succès. Bah oui. Que ce Ouais. soit ramassé dans le temps, ça crée le fait que ce aussi soit une ramassé urgence. dans le temps. Alors c'était compliqué pour nous parce qu'il fallait répondre à l'urgence, mais c'est ce qui a permis aussi d'avoir très très vite des résultats. Ouais. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas eu cette réticence parce qu'on venait leur apporter une solution et ils n'en avaient pas. Donc finalement, c'est ce qui a permis d'ouvrir les portes petit à petit. Alors que si on arrive, on impose un peu quelque chose, on peut vite avoir un frein au changement, une inertie au changement. Finalement, on n'a pas. Et puis ça s'est mené
petit à petit, on a communiqué aussi sur ce qui était fait et du coup, il y a pas eu cette crainte, c'est-à-dire qu'on a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Et quand les gens en fait connaissent et qu'on est capable de rendre compte sur ce qui a été fait, en fait, on lève les barrières progressivement. France, vous confirmez que ça a été un succès. Vous avez réussi à traiter le nombre de dossiers, la paye, dans un Voilà. temps record? On a atteint nos objectifs. On avait un calendrier à respecter. Ce calendrier a été respecté. Donc Sans voilà. stress? Sans stress, hein, puisque voilà, nous étions deux. J'étais là surtout sur la partie blocage, donc des situations particulières qui ne pouvaient pas être prises en compte par le robot. Mais voilà, on a tenu nos délais. On a eu un retour positif, hein, aussi bien des agents, parce que lorsqu'ils ont vu qu'ils ont été payés dans les temps sur des interventions, sur les actions Oui, c'est qu'ils ont agréable faites, quand on a ils ont été travaillé. agréables. Ils sont partis l'été. Ça s'est passé en avril. Ceux qui sont intervenus en avril, à l'été, ils étaient payés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un retour positif et on va continuer à travailler avec le Lab O. Manuel, Zaclade. Oui, non, pour revenir sur ce qui vient d'être dit par rapport à la fonction du lab, je pense que, et de la manière dont l'innovation a été conduite, donc ce caractère ascendant partant du terrain, faut resituer un peu ce contexte hein, où l'État est à la fois pour certains services très centralisé, mais là on est dans un cas d'une assez grande décentralisation finalement, hein, puisque il y a un grand nombre de régions qui ont chacune leur organisation territoriale, leurs services informatiques et des labs. Et donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant, hein. On est dans une très grande organisation publique dans laquelle il y a plusieurs labs qui sont proches des acteurs de terrain. Et ça, c'est quelque chose d'assez remarquable, hein, finalement, cette connexion qui se fait entre un service décentralisé, un lab régional, pour proposer une innovation que finalement le national n'a pas complètement anticipée. Donc ça, c'est une des richesses de Est-ce qu'on cet pourrait exemple. parler d'innovation ascendante? Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est? C'est bien une innovation ascendante, puisque une innovation descendante dans le contexte de l'État français, ce serait un ministère qui dit, ben voilà, nous allons déployer cette application dans tous les territoires, de manière centralisée. Alors que là, en fait, on voit bien, hein, comme je viens de le dire, que c'est un lab régional qui contacte. Alors en plus, c'est fractal toujours à la décentralisation de l'État, c'est-à-dire que c'est le lab de la région Occitanie qui discute avec un DSI d'un département et tous les deux, ils disent, là, on a véritablement un besoin, et ils construisent une solution qui n'existait nulle part ailleurs, en fait, hein. Donc, c'est bien de l'innovation ascendante qui remonte du terrain. Est-ce que c'est aussi un succès parce que ça donne envie aux autres de faire pareil? Est-ce que l'État, à un moment, est jaloux? Enfin, jaloux, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il a envie aussi lui-même de développer tel outil de robotisation que vous avez pu tester? On n'est pas sur les mêmes besoins, mais oui, ça attire l'attention sur la technologie. Et c'est vrai on a parlé, en fait, on a ce rôle en tant que lab de communiquer sur ce qu'on fait, de rendre compte aussi parce que c'est un peu comme un service R&D, on investit quand même, c'est de l'investissement et c'est intéressant d'avoir cette posture de l'État qui investit dans de l'innovation et qui se pose aussi la question de, bon, je peux pas juste investir pour le plaisir d'investir, il faut que j'ai du résultat, donc on rend compte de ce résultat-là. Et à ce titre-là, on démontre l'intérêt de la solution et on attire l'attention. Donc, il y a déjà d'autres ministères qui s'étaient engagés hein, il y a plein de ministères qui s'engagent petit à petit sur la RPA. Et c'est vrai que nos expérimentations ne font que leur confirmer l'intérêt de continuer sur ces pistes-là. Et Catherine Folliot, le lab, les labs, parfois créent des boucles vertueuses. Mm. On peut dire ça? Oui, là, on est dans un cadre d'innovation dite ascendante qui va permettre de remonter des expérimentations qui fonctionnent parce qu'on a vraiment la rencontre entre les besoins des usagers et des solutions. Donc, c'est ce qui crée de l'innovation à un niveau local. Et ce que vous dites également, Alice, vous êtes en communauté d'acteurs de lab, ce qui fait qu'il y a un partage de pratiques et probablement cette innovation va se développer et devenir plus peut-être, alors, je ne sais pas à un niveau national, mais en tout cas, va se développer comme ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir comment, à partir de l'échange de pratiques terrain qui fonctionnent, progressivement, les choses peuvent se développer. Et c'est c'est un succès organisationnel que d'avoir pensé ce système que décrit Manuel, très décentralisé, au plus proche du terrain et qui apporte des solutions très concrètes et éprouvées. Parce que c'était pas gagné d'avance. Souvent, on entend quand on regarde les choses de l'État de loin, comme ça peut être mon cas, que l'État prend souvent le numérique comme un objectif et pas comme un moyen.
Ouais, alors je serais pas légitime pour juger la stratégie de l'État sur le numérique. Par contre, le constat qu'on peut faire au niveau des territoires, c'est que entre 2019 et 2020, on a été plusieurs labs à se poser la question du numérique, à mettre en place des plans d'action, des programmes d'accompagnement sur le numérique, parce que évidemment, quand les agents dans leur vie privée utilisent Google, pardon, je sais pas si j'ai le droit de citer ça, mais Si vous avez le droit. utilisent des applis super performantes dans leur quotidien et qu'à côté de ça, ils ont des outils dans leur travail qui matchent pas, enfin ça s'aligne pas. Il y a un moment, on peut plus continuer à leur dire bon ben voilà, continuez à faire du copier-coller parce que on n'a pas le temps, on n'a pas Aussi bien pour les agents que pour les citoyens, vous voulez dire. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de l'État à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a eu, à un moment beaucoup d'attention sur la dématérialisation des processus. Mais il faut savoir que quand on utilise ces applis-là, c'est des applis qui ont on va dire un business model, un modèle de développement privé, donc avec du bénéfice, beaucoup d'investissements, beaucoup de bénéfices dégagés. Quand on pense services de l'État et services numériques de l'État, c'est pas des services qui sont conçus pour générer du bénéfice financier. C'est de l'investissement pour le bien public. Donc, on ne peut pas, évidemment, avoir la même, on va dire, puissance et efficience tout de suite. Et quand on regarde le chantier que ça représente, en Occitanie, c'est 6300 agents, 6500 agents. C'est mammouthesque, si je puis me permettre le terme. C'est que c'est énorme, en fait. Quand on regarde l'amplitude des métiers, on touche toutes les facettes de la vie de tous les gens. Évidemment, il y a des métiers très, très précis, très, très techniques. Et il faut trouver des outils qui fonctionnent bien pour ça. Et puis, il faut trouver aussi des outils qui fonctionnent bien pour des sujets très généralistes. Donc, le chantier est monumental. Les moyens sont là, mais voilà, on a aussi un retard à rattraper. Puis un Et changement de donc, culture aussi. et un changement de culture. Et donc, c'est un peu David contre Goliath. Et donc, les choses arrivent. Et évidemment, il y a des choses qui se font en décalé. Il y a des besoins qui passent avant d'autres. Et à un moment, il faut que le numérique soit un objectif parce qu'il y a un retard à rattraper, quoi. Et aujourd'hui, on commence à passer cette phase-là. Je pense que le Covid a été quelque part un peu accélérateur de ça. Et on commence à se poser la question de numérique responsable. On commence à... Voilà. En fait, on grandit sur ces sujets-là, tout simplement, collectivement. L'autre spécificité du public, c'est le passage à l'échelle. Voilà, il y a énormément d'agents, mais il y a énormément de citoyens, Jérôme. Alors oui, là, sur les robots dont on parlait, sur le Brexit, pardon, tout à fait, on touchait complètement les citoyens, peut-être pas les Français, mais ça intéressait des usagers britanniques, là, en l'occurrence. Oui, oui. Alors, il y a la question du passage à l'échelle, elle est à plusieurs niveaux. Là, on voit qu'on part du local, on part de l'échelle départementale, voire d'un service d'un département. On peut passer à l'échelle grâce au labo et au niveau régional avec plusieurs départements. Donc c'est ce sur quoi on travaille justement avec Alice, de faire en sorte que quand il y a eu quelque chose qui émerge dans un département, que ça puisse servir aussi aux autres départements. Et ensuite, on voit aussi que ça amène des opportunités et ça amène de la visibilité sur un problème, une solution qui peut être du coup reprise au niveau national. Nous, en fait, on est là pour le mettre, enfin, grâce au robot, on est là, on ne va pas sauver le monde, mais grâce à l'automatisation, ça permet de résoudre des problèmes. Ces problèmes-là, on les résout à court terme pour les équipes locales, pour les équipes qui sont autour, et on commence à lever le doigt au niveau national qui, du coup, peut mettre en place les outils classiques, c'est-à-dire les évolutions d'applications lourdes, des choses comme ça. Oui, c'est ça Et qui du est coup, on va intéressant passer au aussi, niveau national. c'est de voir que l'innovation numérique, c'est souvent bidouillé. Exactement. Vous avez Alors, c'est souvent- des outils imposés, et votre marge de manœuvre est assez faible, entre guillemets, mais très importante pour le quotidien des agents, bien sûr, hein. Mais c'est de créer une solution qui joue avec les contraintes imposées, peut-être avec l'espoir et un bénéfice secondaire de changer aussi éventuellement des outils quand ils fonctionnent plus ou moins bien ou qui sont plus ou moins adaptés au terrain. Je suis Jérôme pas et hyper après fan Catherine. du bidouillage, mais justement, là, on a une solution pour éviter le bidouillage. En fait, les solutions qui étaient proposées ou accessibles aux services comme le mien, aux services informatiques de proximité, c'était de faire du développement local. En fait, on reprenait, on partait d'une déficience d'une application nationale, et puis on allait développer un petit outil qui allait combler ça, mais du coup, il ne servait qu'au département, il ne pouvait pas être répliqué ailleurs, le national n'en entendait pas parler. Là, pas du tout, on développe pas, enfin, on développe très peu. C'est une construction très rapide et puis surtout on le dit, on fait pas ça dans notre coin et on va pas avoir différents langages. Vraiment, on a une seule solution, c'est la robotisation, c'est le même langage qui peut servir quelle que soit l'application nationale qui est utilisée Ouais. soit en entrée soit en sortie.
C'est passionnant. Catherine Folliot, Emmanuel Oui. Zaclam. Après. Peut-être on peut ajouter et peut-être rappeler que l'innovation, c'est peut-être toujours de la bidouille au démarrage. Dans ce que vous disiez, Jérôme, ce qui est intéressant, c'est finalement, c'est la bidouille vient parce qu'il y a une solution qui est peut-être déployée à un niveau national, donc on bidouille pour l'adapter à un niveau local. Mais je crois que l'innovation a toujours été, et alors maintenant on parle plutôt de test que de bidouille, hein, c'est-à-dire qu'on expérimente et que cette expérimentation, elle vient en effet à la fois de la rencontre des besoins, et là très clairement il y avait des besoins criants d'une solution, et on adapte et on teste quelque chose qui fonctionne. Donc l'innovation, c'est ça, hein, cette définition de l'invention qui est utilisée par des usagers ou qui est achetée, hein, c'est la définition de l'innovation. Eh bien, elle est là immédiate. Donc, c'est parce que vous avez la rencontre entre un besoin, une solution et la concrétisation de quelque chose qui fonctionne, qui rend service tout de suite. Avec cette notion d'accélération, on y reviendra, Alice, vous l'avez dit. Et le lab Propre lab. est propre lab probablement, et on va voir pourquoi, précisément, comment un lab, en effet, a rendu ça possible. Manuel. Oui, je voulais revenir un moment sur la question de la dématérialisation que tu évoquais là. C'est un sujet très compliqué, la dématérialisation, notamment des services publics au sens large. Oui, de cette volonté très forte de l'État Oui. d'aller vers une dématérialisation. Oui, parce qu'en fait, on voit bien les dysfonctionnements quand elle s'adresse aux usagers qu'elle peut occasionner. Hein. Dématérialisation dans les impôts, dans Pôle emploi, dans les allocations familiales. Là, il y a une très grande frustration parce que la dématérialisation est synonyme de suppression d'emplois de proximité. Et donc là, on n'est pas du tout sur ce cas-là. D'ailleurs, je pense que les labs ont aussi un rôle potentiel à jouer en montrant qu'il est très important de garder des points de contact. Mais là, c'est une dématérialisation qui s'est faite en fait sans suppression de postes, pour au contraire accroître finalement le temps disponible le des temps agents disponible pour faire d'autres correctement, choses. Donc c'est leurs effectivement une activités. forme de dématérialisation heureuse. Mais c'est vrai que la dématérialisation, elle est un peu biface, quoi. Alors, c'est aussi ce qui fait que Jérôme. le robot dont on parlait de Miss Soupli, qui concerne les services de ressources humaines, a été bien accueilli parce que ce sont des services qui sont de toute façon saturés, enfin, qui ont une charge de travail très importante. Donc quand on leur dit, on a On vous enlève les l'opportunité trucs de pénibles vous à amener faire. voilà, Ouais. et vous gardez les 20% les plus intéressants où il y a besoin d'expertise, forcément, ça C'est valorisant. a été bien accueilli. Quand les services Alice. sont à 150%, nous, on leur permet de redescendre à 130% de charge. Parce que c'est la réalité des services aujourd'hui. Et c'est vrai que sur la dématérialisation, l'intérêt de ce sujet, de ces outils-là, c'est que c'est des outils qui sont internes. En fait, ils sont un peu sous le capot. C'est pas des outils d'interaction avec l'usager. Et cette question de l'accueil, d'ailleurs, se pose par beaucoup de labs. L'aller vers, la relation usager, l'accueil de l'usager, la relation humaine, elle ne peut pas se dématérialiser. Il faut maintenir ce fil-là. Mais dans le cas de la robotisation, en tout cas des expérimentations qu'on a menées, et d'ailleurs qu'on a menées, j'allais dire 31-82, mais Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, on était sous le capot. On était, et ça faisait partie des points de Effectivement vigilance. intéressant parce que souvent on les oppose alors que votre cas montre Voilà. Et il y a d'autres l'inverse. administrations qui utilisent aussi la RPA. Je pense au CAF, impôts, On dit etc. back-office, front-office aussi des fois. Là, c'est ça sous le capot. Ouais, c'est sous le du- capot. C'est du back-office, c'est-à-dire ça Back-office. touche pas l'usager final. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, Mais c'est ça, tout à par fait. ricochet, ça Tout à permet, fait. là, dans ce cas-là. Ouais. Voilà. Catherine Folliot. Oui, là, je crois qu'on peut parler de facilitation, hein, très clairement, c'est-à-dire que ces technologies numériques que le lab a identifiées, que grâce à des agents voilà, qui se sont dit, tiens, à un moment, ça va nous servir, hein, comme vous le décrivez, Jérôme, et puis France aussi, vraiment dans cette association tout à fait intéressante, eh bien, je crois qu'on touche vraiment à ça, c'est-à-dire comment un lab vient faciliter la vie des collaborateurs, des personnels, tout en gardant la dimension de sens. Et le sens, c'est-à-dire, comme vous dites, hein, c'est l'accueil, c'est la relation humaine qui compte. Donc, vous êtes capable de faciliter le sens en apportant des solutions. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on revient vraiment à ce mot de facilitation, hein, qui est un des métiers des labs et qui est un très beau mot, même si quelquefois il n'est pas très compris. Vous facilitez quoi ? Bah oui, on facilite la vie des personnels, des collaborateurs, tout en gardant le sens. Jérôme, avec le succès de ces premiers tests, vous avez eu l'idée de développer un centre
d'excellence régionale de la robotique en Occitanie. Oula, je pense pas être. Oui, voilà, Large, c'est un vous hein. global. Global. Mais c'est intéressant pour voir jusqu'où ça va. C'est-à-dire, on Et part alors, d'un petit robot, entre guillemets, il y a 2 tests, et puis ensuite, on se lance dans un alors grand projet. effectivement, les organisations qui se sont lancées dans l'automatisation de process, à partir du moment où on veut un peu organiser ça, professionnaliser ça, arrive rapidement le concept de centre d'excellence. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de professionnaliser 2 rôles, enfin 2 ou 3 rôles. C'est surtout l'analyste et le développeur. Donc de faire en sorte qu'on ait quelqu'un qui soit capable de prendre le besoin, de cartographier le processus, de faire le vie-ma-vie dont a parlé France, d'aller vers jusqu'à une description de l'histoire d'utilisateur. Dans l'idée de dupliquer la robotisation à d'autres endroits, dans d'autres services. Oui, C'est ça, hein. oui. Mais c'est surtout dans l'idée de pouvoir internaliser cette compétence-là, c'est-à-dire qu'on devienne autonome pour. C'est un peu la nouveauté. Ce que l'on aurait fait quand on prend l'automatisation de process, en voyant ça de loin, on se serait dit, on va prendre un prestataire, on a besoin d'un robot pour le Brexit, on l'embauche, on a besoin d'un robot pour la mise sous pli, on l'embauche, et puis quand on a besoin de notre robot et plus de budget, c'est terminé. Là, on se dit, on voudrait être en capacité de le faire. Et autre chose, un robot, une fois que ça a été créé, ça a besoin d'être maintenu, d'être surveillé. Il y a des cas d'erreur qui vont arriver. Tout n'est pas aussi simple. Alors, on ne veut pas tout traiter avec un robot. En général, on vise le 80% et on laisse le 20% compliqué à l'agent, parce que c'est l'intérêt du C'est un peu poste. ce que vous disiez tout à l'heure pour Voilà. le Brexit, 25 minutes fait par le robot, 5 minutes fait par l'agent. Alors ça peut être pour un dossier, mais il y a aussi des dossiers qu'on ne traitera pas dans le robot, qu'on ne va pas essayer de traiter, parce que c'est trop long d'essayer de l'automatiser, on ne le regarde pas. Mais du coup, c'est ce qui est intéressant, avec un centre d'excellence, on peut du coup internaliser la compétence. On va y revenir. Ouais. Dans un premier temps, et aussi traiter la suite. Oui, parce que la question que pose ce cas du Lab O, c'est aussi la relation que l'État entretient avec ses prestataires. La place des cabinets de conseil fait régulièrement débat. On les accuse, pour faire simple, de coûter une fortune aux contribuables pour des résultats jugés modestes. Alice, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que vous auriez pu développer ce robot sans prestataire qui avait des compétences que peut-être vous n'aviez pas en interne? Alors, je suis d'accord sur le constat que ça attire beaucoup l'attention aujourd'hui et même depuis plusieurs mois. Et c'est vrai qu'en tant que responsable de lab, on est un peu comme certains services entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une injonction à faire beaucoup de choses avec beaucoup de besoins. Enfin, voilà, on est en contact systématique des services qui font... Enfin, un peu un syndrome de l'imposteur de mon côté, parce que c'est eux qui font, enfin, c'est eux qui font les choses. C'est parce que France est là que les agents sont payés dans les temps. C'est parce que Jérôme est là qu'on a tous un ordinateur, un téléphone qui fonctionne et qu'en plus on commence à envisager des choses un peu plus poussées. Mais à côté de ça, on a aussi du coup des besoins techniques très poussés et on n'est pas nombreux en fait. C'est encore une fois David contre Goliath. Oui, Et on développe pas un pouvoir, robot comme ça. Voilà, et malgré les horaires qu'on fait et malgré toute notre volonté, il y a un moment, on peut pas être expert de tout. On peut pas gérer tous les projets. En parallèle, en ce moment, on a une vingtaine de projets en drive, dans le tuyau au labo. Donc, alors des projets qui sont très techniques, des projets qui sont sur la relation usagée, des projets qui sont sur la co-construction. Donc, on n'est pas expert de tout. Donc, oui, il faut qu'on ait recours à ces personnes-là. Après, la question qui doit se poser, c'est de la pérennisation. Et c'est la question qu'on s'est posée avec le centre d'excellence, c'est de se dire, OK, en fait, on a fait des robots, ça fonctionne. On a fait notre démonstration, on a fait notre expérimentation, comme vous le disiez. On peut pas vivre toute la vie sur le principe de l'expérimentation. À un moment, on fait un choix. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Et les données nous disaient, faut qu'on y aille, on a un besoin. Mais on ne peut pas continuer à y aller en facturant au robot, sachant qu'un robot simple, c'est 7 000 € sur de la duplication. Un robot compliqué, ça peut être 30 000, 45 000 € si vous mettez de l'intelligence artificielle. Mais à développer ou vous parlez de prestations aussi? La prestation, donc ouais. ça veut dire que mobilisation des compétences pour analyser le processus, pour l'optimiser parce qu'on ne dématérialise pas la complexité. Donc il y a aussi, ça pose beaucoup de questions sur l'organisation des services et c'est vrai que là-dessus, on a aussi un appui. Et puis ensuite sur le développement, la mise en test, et puis la maintenance. Donc oui, c'est un coût. Et à partir d'un moment, moi j'ai dit au prestataire, super, on y va, c'est génial. Par contre, moi je ne veux pas continuer. Le labo n'a pas vocation à financer ad vitam aeternam des outils pour pallier à des manques positionnés ailleurs.
Et on a réussi finalement à avoir une relation de confiance. C'est-à-dire qu'ils ont compris que soit on trouvait un autre moyen de faire, soit de toute manière, nous, on allait arrêter parce qu'on ne pouvait pas passer tous nos moyens là-dedans. Et ils nous ont dit, mais nous, on n'est pas pertinent pour faire toute la maintenance. En fait, vous avez des gens chez vous qui peuvent faire ça. C'est des outils qui sont, bien heureusement, pas no-code, c'est-à-dire qui nécessitent de comprendre le fonctionnement d'un langage de développement, mais qu'on peut s'approprier assez vite. D'ailleurs, entre la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne, on a eu nos meilleurs chevaux quelque part parce qu'ils sont d'eux-mêmes, ils ont d'eux-mêmes acquis des compétences là-dedans, recruté des personnes qui avaient déjà cette coloration, ces compétences-là, et on s'est dit, en fait, c'est possible. Et on va former les gens chez nous et on va voir si on arrive à fonctionner ça. Là. Donc des prestations pour un temps. Et c'est aussi Des prestations pour un temps. Du centre d'excellence. Manuel, Zaclade. Oui, c'est un peu comme pour la dématérialisation. Je pense qu'il y a une bonne et une mauvaise externalisation. Quand on dénonce un peu le recours excessif au cabinet, c'est qu'on va leur confier des études souvent très chères, alors que d'autres services de l'État pourraient réaliser ces études. Donc là, il y a effectivement une tension. Là, on est dans un cas qui est finalement très différent. Comme le disait Alice, on est sur des métiers qui, de toute façon, sont très peu présents dans les services de l'État. Et donc, de repérer des prestataires qui sont doués justement pour éviter le bidouillage qu'on évoquait et proposer des solutions pérennes, c'est une fonction très importante du lab, c'est une fonction très importante de l'innovation, de trouver cette articulation de compétences industrielles et métiers. Et puis alors là, on voit que c'est encore plus vertueux d'une certaine façon, puisque cette relation de dépendance qui aurait pu se créer vis-à-vis de ce prestataire, au contraire, crée de l'autonomie. Voilà, le prestataire lui-même vient proposer de créer de l'autonomie en disant je vais former vos agents. Donc là, c'est vraiment un cas où c'est du gagnant-gagnant. D'ailleurs, ça se fait aussi, je pense que Catherine peut en témoigner, dans le cadre de la mise en place de labs d'innovation, où vous, en tant qu'expert, vous êtes amené à former parfois des acteurs qui vont eux-mêmes prendre en charge la facilitation. La facilitation et autres. Et donc, bien sûr, on a toujours besoin du regard de l'expert, mais il y a moins cette dépendance qui va se créer. Catherine Folliot. Oui, moi, ce que je trouve assez remarquable dans ce cas, c'est qu'il y a toujours le coup d'avant. C'est-à-dire que non seulement vous avez amené de l'inspiration, non seulement l'expérimentation a été faite, mais vous vous dites, tiens, comment on peut être autonome là-dedans. Donc, pour moi, il y a vraiment une pensée, c'est ça que je trouve vraiment, à titre personnel, tout à fait passionnant dans les labs, c'est-à-dire qu'il y aurait une innovation à la fois technique, organisationnelle, si on prend des grands mots catégoriques, mais également de compétences. Vous avez parlé aussi, Alice, dès le démarrage, c'est-à-dire que dans les missions du lab, il y a la mission de la formation. Et c'est comment on accompagne les agents aussi à avoir des nouvelles compétences, donc bien sûr en coopération avec les chefs de service, avec tous ceux qui sont sur le terrain. Donc c'est vraiment créer les conditions en ayant une pensée du système finalement la plus globale possible. Et ça, c'est ce qui fait que les choses sont réellement possibles. Parce que si on n'a qu'un aspect du système, si on ne fait que, par exemple, apporter la solution technique, eh bien oui, ça fonctionne d'un point de vue technique, mais il nous manque l'organisation, les compétences, etc. Donc vous, en fait, vous arrivez à agréger cet ensemble. Et ça, c'est assez, de mon point de vue, extraordinaire. Donc voilà, pour peut-être éclairer la question de la formation, le transfert de compétences, oui, c'est aussi une des missions du lab. Donc on voit bien comment ces labs sont multifacettes. Et je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des acteurs de lab, des directeurs de lab, des responsables de lab. On pourra peut-être poser la question à Alice, ici présente. Eh bien, il y a beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire que, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est toujours avoir cette pensée du coup d'après, de ce qui manque, pour faire que l'ensemble soit présent, pour que ça se passe vraiment et que ça puisse monter à l'échelle. Et je ne sais pas comment aussi vous autres, vous percevez le lab, vous, de l'extérieur, toujours à l'intérieur d'une organisation, mais c'est vraiment intéressant, je trouve, d'avoir cette dimension complète. Posons-leur la question, est-ce que quand vous développez les 2 premiers robots, vous dites déjà, il y a un centre d'excellence à la clé?
Bon, j'ai l'histoire de Stéphane. Ah En oui, fait, l'histoire, j'avoue. on développe notre Brexit, le premier. Donc, on en était dans l'idée du one-shot. On paye un prestataire et puis ensuite, on part avec notre robot sous le bras. Et donc, le prestataire a développé dans le bureau juste à côté du mien. Et un soir à 19h, je vois le prestataire qui était parti déjà à 18h revenir. Donc, je me dis, c'est bizarre, un prestataire qui rentre, Que se passe-t-il que sécurité, pourquoi est-il là? Donc, je parle avec lui et il m'explique que je viens surveiller le robot. Et donc, ça, c'est vraiment bizarre. Bon, mais montre-moi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut le surveiller? Et en fait, c'était des cas d'erreur. C'était tout ce qui n'avait pas été décrit par l'analyste. Hein. Et en fait, il commence à m'expliquer que mais non, on ne pourra pas partir avec notre robot sous le bras tous les mois, toutes les semaines. Il va falloir qu'il y ait des compétences. Et du coup, avec lui, on a commencé à prendre un profil qui avait un profil un peu développeur chez nous, qui était sous-employé d'ailleurs, qui sortait de l'école, qui a eu de l'appétence pour le sujet et qui a commencé à marcher en binôme avec ce prestataire. Et puis, il s'est auto-formé. Et c'est aussi un point qui est intéressant que je voulais souligner. On a besoin dans nos services de l'État et en particulier les services informatiques d'avoir de l'attractivité pour pouvoir recruter des agences. Là, pour le coup, ça sert. En fait, c'est tout bénef aussi là-dessus. C'est-à-dire que quand vous recrutez, d'un coup, on n'est pas, entre guillemets, seulement le mec qui, et c'est déjà balèze, moi je ne saurais pas faire, mais allumer, installer des PC qui vont bien, mais c'est aussi pouvoir développer des applis. Exactement. Et du coup, ça nous permet d'attirer des profils et d'attirer tout simplement des agences qui, quelquefois, est un peu compliqué. Oui. Vous aviez déjà l'idée de créer un centre d'excellence quand ils sont venus vous voir avec ce besoin? Et c'est là que le rideau tombe. Pas du tout. Alors, non, si, oui et non. En fait, moi, je suis arrivée en janvier 2022, donc il y a un an. Il y avait déjà des robots qui avaient été créés. Le Brexit, il était déjà lointain. Moi, j'étais en plein duplication de certains robots. J'ai récupéré le truc en cours de route. Donc, je me suis aussi un peu approprié le sujet. Et je me suis très vite dit, en voyant le coût d'un développement robot, d'une duplication, bon, alors déjà, on va commencer à réfléchir aux robots dont on a besoin ensemble. Parce que je ne vais pas payer 13 duplications à 7 000 euros. Donc déjà, et c'est très intéressant parce que ces robots très techniques en fait posent des questions de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas 13 départements se mettre autour de la table pour juste avoir le même processus et avoir un seul robot plutôt qu'avoir 13 robots. Ça, c'est l'intérêt du lab aussi, peut-être rapidement, Catherine, sur l'idée d'une transversalité. C'est ça, ouais. Absolument. Et c'est la transversalité, finalement, on l'a recréée avec d'autres labs. Vous avez parlé du réseau des labs. On se connaît tous et ça facilite les choses. C'est-à-dire qu'on crée une transversalité entre les régions. On se donne des conseils. On se donne des conseils, on partage nos expériences. Et par exemple, je sais que Pays de la Loire, ils ont pareil recruté des profils développeurs. Ils ont commencé à développer leurs robots. Ouais, super. C'est super. Et puis nous, ça nous fait un copain pour déverrouiller des sujets. Les jours où ça va moins bien, on peut passer un peu de fil. Les jours où ça va moins bien, toi aussi, oui. et donc, voilà, en fait, on n'a pas été des grands stratèges. C'est juste que on s'est posé des questions et on s'est dit on peut peut-être faire les choses de manière un petit peu plus intelligente. Et puis à un moment, on s'est dit non mais là on peut pas continuer comme ça. Et on a des compétences en fait. C'est eux qui nous ont donné un peu les clés des choses. On a juste fait germer le truc quoi. Manuel. Oui, moi il y a une autre chose que je trouve intéressante dans cette histoire et qui est un peu commune aux deux labs publics qu'on a étudiés. C'est le fait que, alors ils sont à la fois très fragiles parce qu'ils ont très peu de financement pérenne, mais en même temps ils ont à travers la DITP un centre de financement qui est capable de repérer des projets innovants et de les appuyer le cas échéant. Et donc, c'est un fonctionnement qui est finalement assez original dans les grandes organisations, dans lequel on dit expérimentez, et si vous faites vos preuves, alors on va abonder. Donc, on est dans une logique voilà, qui est confiance. Quelque part un peu de confiance. Confiance, écoute et proximité. Ouais, voilà, avec des éléments un peu d'entrepreneuriat, quoi, effectivement. Oui. Parce que on pourrait dire aussi, Manuel, que la réalité... c'est que lorsqu'on part du terrain, il y a plus d'efficacité. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir ou de redécouvrir ces 10 dernières années. Alors oui, mais en même temps, là, ce sur quoi, bien sûr, hein, ça c'est sûr que l'horizontalité, l'innovation ascendante, le co-design, c'est très important. Là, ce sur quoi on met l'accent, c'est le caractère vraiment expérimental de cette démarche d'innovation aussi, tu vois, c'est que... La possibilité de tester, de rater, de Voilà, avec ce centre de ressources centralisé à la direction de la transformation publique qui est en permanence en mode veille, et qui justement va contribuer à coordonner les différents labs et qui va leur donner des moyens s'ils vont les chercher. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de démarche un peu apprenante dans l'organisation de l'État qui n'est pas si
qui n'est pas si fréquente et que dans certaines organisations publiques, privées, on voit qu'elles n'arrivent pas à les faire. Nous, on a suivi des labs dans lesquels, à un moment donné, le lab disparaît parce que tel dirigeant, dont c'était un peu tu vois, C'est pour ça que vous parlez de fragilité. voilà, de ce alors, dispositif. la fragilité, oui, voilà. Et puis, d'un point de vue organisationnel, dans le privé, il y a aussi des échecs, tu vois, qui sont liés au fait que, voilà, ça n'a pas cette mise en commun. Jérôme, peut-être une question avant de redonner la parole à Catherine. Puisqu'on était sur le lien aux prestataires, est-ce qu'on a vocation à tout internaliser et donc à s'en séparer, ou est-ce qu'au fond, vous parliez de tenir la main au robot, mais une fois qu'on sait le faire, est-ce qu'on n'aura plus besoin de prestataires, ou est-ce qu'il y a toujours un besoin de prestataires? La question vaut aussi pour vous, Alice. Le curseur, il peut évoluer. Là, on commence avec le centre d'excellence. On a une petite expérience. Donc, les robots simples, on est autonome pour les faire. On en a déjà fait. Quand on va monter en puissance et essayer d'automatiser des process complexes, forcément, au début, on aura certainement besoin d'un appui. Je pense qu'on commence à devenir autonome sur la partie analyse. C'est la partie développement où on a encore besoin d'un soutien si c'est compliqué. Catherine? Oui, moi je rebondis à nouveau sur notre conversation avec un mot qui m'est venu, c'est le mot associé. C'est-à-dire que je crois que un des super pouvoirs des acteurs de lab, c'est de savoir associer. D'avoir cette vision système, c'est-à-dire que quand il manque quelque chose, comment on peut associer les personnes, c'est-à-dire pas faire à la place, mais pouvoir associer, pouvoir engager pour sécuriser les choses qui se font réellement. Et quand les choses se font réellement, forcément, on y croit, puisque ça crée de la valeur, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui semble très paradoxal, c'est cette fragilité des labs, c'est-à-dire qu'à la fois, ils sont essentiels, ils font leurs preuves, et à la fois, ils sont fragiles. Alors ça, c'est magnifique. C'est peut-être aussi... alors, est-ce qu'on verra dans l'histoire, est-ce que c'est... nous, ça fait une petite quinzaine d'années qu'on connaît bien les labs, qui sont toujours fragiles. Bon, est-ce que finalement, c'est le destin des labs de rester fragiles? Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'en permanence, on se remet en question. Et peut-être pour finir, je crois, ce qui est fondamental aussi, c'est la dimension de communication, de faire savoir. Je ne sais pas chez vous, donc faire savoir parce que ça marche tout simplement, parce que vos usagers sont capables d'en parler avec grand intérêt. C'est avant tout le faire savoir, ça vient d'eux, mais également comment on fait savoir ce que ce lab rend possible. Ça me semble être une bonne conclusion. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Manuel, Alice, France, Jérôme? Ou est-ce que tout va bien? On referme tranquillement la parenthèse de cette discussion. France? Moi, ce que je peux apporter, donc en tant qu'utilisateur du robot, c'est que, et puis suite à la participation à l'analyse du robot ressources humaines qui a été mis en place, c'est la confiance qu'on nous a donnée en tant qu'experts sur les outils métiers et pour pouvoir apporter notre analyse pour permettre le développement du robot. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a été associés au départ, et on a vu les bénéfices à l'issue de la mise en œuvre de ces robots. Merci France. Manuel, vous avez quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire France? Oui, je trouve ça intéressant parce qu'on a bien dit au début, la RPA, c'est une technologie qui est vraiment au cœur des processus métiers, qui nécessite une bonne articulation avec les services informatiques. Et on voit bien finalement comment dans cette relation métier informaticien, le lab joue son rôle de co-designer en fait, de facilitateur de ce processus de conception où il y a cette proximité entre les métiers et les informaticiens. C'est le mot de la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été là autour de cette discussion. C'est la fin de ce 3e épisode du podcast de l'Observatoire des Labs, coproduit par le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et le collectif Co-Design-It. Dans le prochain épisode, vous retrouverez nos experts, Catherine Folliot, Emmanuel Zaclade. On ira cette fois-ci rencontrer la Française des Jeux, le lab de la Française des Jeux. Merci à tous les 5 d'avoir été présents aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, puis à très bientôt. Cet épisode a été réalisé par Fanny de Fonréau et l'équipe de l'Observatoire des Labs. Manuel Zaclade, Catherine Folliot et Aline Alors on a juste besoin de réenregistrer 2 petites phrases de mon intro. À toutes les entreprises et laboratoires Donc, d'innovation encore un petit peu collaborative de partenaires de l'Observatoire des concentration, mais Labs. c'est la fin. qui ont Tu veux me dire rendu lesquelles, cet Fran?
Et bravo Vous pouvez à tous. retrouver tous les détails du projet sur le site internet de Comme l'Observatoire des souffle Labs, Fanny dans l'oreille. www.observatoiredeslabs.recode.fr.